Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous recevoir dans cette édition d'information. Voici les titres. À Matam, des familles déplacées à Beli Diallo après la crue du fleuve Sénégal. 3 mois après la montée des eaux, des enfants et des personnes âgées vivent encore sous des abris de fortune exposés aux intempéries. Et puis les grèves continuent de diviser l'opinion publique sénégalaise entre ceux qui prônent la patience envers le nouveau régime et ceux qui exigent une réponse rapide aux revendications des syndicats. Les avis sont partagés. Pendant ce temps, à Diourbel, l'accès aux soins demeure un défi majeur avec un seul hôpital pour 12 communes et des postes de santé dépourvus de matériel adéquat. La population exprime son mécontentement face à cette situation jugée critique. Enfin, le dossier du jour nous mènera à Marsassoum où 22 des 35 classes du lycée fonctionnent encore sous abri provisoire. Administration, corps enseignants et élèves appellent à des infrastructures améliorées pour des conditions d'apprentissage dignes. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de cette session d'information. Le développement suit juste après ceci. Merci d'avoir choisi la première radio-télévision communautaire du Sénégal, RTC, et nous démarrons cette édition d'information par le réseau Sigil Jigeni en collaboration avec des organisations de la société civile a tenu un atelier de plaidoyer sur les violences sur le genre, une occasion de faire le bilan des séjours d'activisme, mais aussi d'élaborer un nouveau plan de lutte contre ce fléau qui continue de prendre de l'ampleur. Ce compte rendu signé Jaina Marceau et Maud Diouf. Lutter définitivement contre les violences faites aux femmes et aux filles, c'est l'objectif de ces organisations de la société civile, notamment le réseau Sigil Jigéen. D'où la tenue de cet atelier national de plaidoyer pour l'élaboration de nouveaux plans d'action. À faire le plaidoyer pour la mobilisation des ressources au plan international. Nous allons vers le bilan des 30 ans de Beijing à la CSW de 2025. Et en tant que société civile, en tant que communauté, nous serons à côté de l'État pour plaider, pour que les engagements pris pour financer les femmes au plan mondial et particulièrement les violences faites aux femmes soient une réalité. Cet atelier est aussi une occasion pour faire le bilan des 16 jours d'activisme avec des chiffres qui font froid dans le dos obtenus suite à une étude de l'ANSD. Il est ressorti de ce rapport-là que 3 femmes sur 10 ont eu à subir des violences lors des 12 derniers mois qui ont précédé l'enquête. Donc, ce qui fait à peu près, ce qui correspond à 31,9% de cas de violence, de la prévalence de cas de violence. Pour atteindre leur objectif, ces organisations, en collaboration avec le ministère de la Femme, ont mis en place des mécanismes de lutte. Nous avons parlé tantôt de la SNEC, la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Nous avons également la SNAF, la Stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes. Et au-delà, nous avons le plan national, le plan d'action national de lutte, la deuxième phase, de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'activité a vu la participation des défenseurs des droits des femmes des 14 régions du pays, des ministères sectoriels et des services régionaux. Tous unis pour la même cause, mettre un terme à ce fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le pays. À Matam, depuis 3 mois, le village de Beli Diallo vit une situation très délicate en raison de la montée des eaux du fleuve Sénégal. Lors des fortes crues survenues en octobre dernier, cette catastrophe a bouleversé le quotidien de ses habitants qui peinent à retrouver une vie normale. En attendant des solutions, plusieurs familles, dont des femmes et des enfants, vivent toujours sous des abris provisoires. Ce reportage est signé Oumar Sall. Des maisons abandonnées, des bâtiments effondrés, le village de Belitchoui situé dans le Dandemayo vit une situation critique en cause la montée des eaux du fleuve Sénégal lors des crues survenues en octobre dernier. Cette catastrophe a bouleversé le quotidien des habitants qui peinent à retrouver une vie normale.
On ne va pas retourner là-bas. Vu la situation qu'on vient de sortir, s'il y a inondation, nos maisons seront inondées. Donc la solution, c'est de rester ici. On va refaire nos tentes. Vous-même, vous avez constaté, j'ai enlevé les zincs qui étaient là-bas pour refaire des abris ici. Mais retourner là-bas n'est pas la solution. Les femmes du village porte-voix à leur communauté déplorent l'arrêt total des activités économiques. Nous, les habitants de Bélidialo, nous souffrons actuellement. Dans les champs, il n'y a pas de l'herbe. Vous savez, nous utilisons la plupart l'herbe pour aller vendre et nous vendons d'habitude l'herbe pour subvenir à nos besoins. Les récoltes ne se sont pas bien passées. Il n'y a pas d'herbe dans les champs. Nous avons vraiment besoin d'aide actuellement. Face à cette situation désespérée, les populations ont interpellé l'État du Sénégal. Nous demandons à l'État s'il veut nous venir en aide. Il faut qu'il fasse vite parce qu'en ce moment, nous sommes en train de fraîcheur. Et après, c'est la saison sèche. Tout le monde sait ici à Matam, il fait très chaud et on ne peut pas vivre avec la chaleur comme ça. Et après, c'est la saison des pluies. Et s'il y a pluie, il y aura des inondations. Donc en ce moment, on ne peut pas supporter ces conditions-là. Nous sommes très fatigués. En attendant des solutions, plusieurs familles, surtout des enfants et des personnes âgées, se retrouvent sous des abris de fortune, exposés aux intempéries et au froid glacial qui survit actuellement dans les zones de Danemayo. Le Front social est en tension avec plusieurs mouvements de grève notés ces derniers temps, perturbant non seulement le fonctionnement des activités, mais également les services qui y sont liés. Si certains estiment qu'il faut laisser du temps à l'État du Sénégal de pouvoir s'installer, d'autres par contre jugent que l'État a l'obligation de répondre aux préoccupations des syndicats. Lamine Goudiaby, reportage. Après 9 mois à la tête de l'État, le gouvernement fait face à une série de mouvements de grève dans plusieurs secteurs. Cette situation suscite l'interrogation de nombreux Sénégalais qui, pour certains, estiment qu'il faut accorder davantage du temps à ce nouveau régime. C'est trop tôt pour les revendications, parce que quand une personne dirige, tout ce qu'il faut faire, c'est de l'encourager pour qu'il travaille. Mais quand il te met à parler, à revendiquer, tu vas la perturber. Il faut juste leur donner 2 ans pour voir. Et Inch'Allah, ce gouvernement va réussir. Avec beaucoup d'espoir, ce jeune commerçant plaide pour plus de tolérance et de patience. Il faut faire preuve de tolérance et de patience car c'est un nouveau gouvernement. Donc avant qu'il règle tous les problèmes, ça va prendre du temps. Mais ils vont changer ce pays. À l'inverse, ce citoyen, lui, considère que l'État a une responsabilité immédiate pour résoudre les revendications des Sénégalais. Parce que c'est ceux qui étaient dans des difficultés qui ont voté Diomaye Sonko, parce qu'ils veulent sortir de leur situation difficile. C'est pour cela qu'ils n'ont pas voté Macky Sall. Donc c'est une obligation pour le gouvernement de régler leurs problèmes. Le nouveau régime est attendu sur plusieurs fronts. L'impatience croissante dans certains secteurs a exacerbé un climat social tendu. Entre la nécessité de patience et l'urgence des réponses attendues, l'État du Sénégal doit rapidement assumer ses responsabilités. Direction d'Urbel où les populations sont confrontées à d'énormes difficultés liées à l'accès aux soins médicaux. Ce phénomène persiste notamment dans certains quartiers populaires et touche particulièrement les femmes et les enfants. Un seul hôpital pour les 12 communes, des postes de santé dépourvus de matériel adéquat. Une situation largement décriée par les habitants. Ce reportage est signé Ndaya Senbay. L'accès aux soins de santé demeure un véritable casse-tête pour les Diourbellois, particulièrement ceux résidant dans les quartiers populaires. Ici, à Diourbel, le problème persiste. Il n'y a qu'un seul hôpital pour les 12 communes, ce qui est extrêmement grave. On doit revoir les choses et faire des postes de santé, des centres de santé, surtout au niveau des quartiers populaires. Que ce phénomène est dû à la vulnérabilité des femmes et des enfants. Confrontés à des difficultés liées à l'accès aux soins.
Le noyau du problème, c'est la pauvreté. Les gens sont extrêmement pauvres. Ici, au quartier de Cheikh Ibrahim Fall, la pauvreté est là. Nous n'y pouvons rien. Figurez-vous, parfois même quelqu'un te dit que je n'ai même pas le ticket pour aller faire la consultation. C'est désolant. Nous, les Badjanokor, nous faisons tout notre possible. Les problèmes liés à l'accès aux soins sont liés à la pauvreté. Ici à Diourbel, la pauvreté règne en maître. Nous, en tant qu'acteurs du développement communautaire, nous faisons des campagnes de sensibilisation, des ateliers et autres. C'est très difficile d'accéder aux soins, surtout aux soins de qualité. Et c'est vrai que les femmes et les enfants en souffrent le plus. C'est un problème qui doit être réglé au plus vite car la santé est primordiale. Diourbel fait partie des zones les plus touchées par les difficultés liées à l'accès aux soins. Un phénomène qui touche essentiellement les femmes et les enfants. Wetland International organisé à Kagnobo dans le département de Bignona, une activité de conservation et de restauration des zones humides. Cette initiative a porté sur la régénération naturelle assistée afin de restaurer l'écosystème des mangroves dans les rizières abandonnées. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet MCA. Je vous propose de suivre ce reportage de Aïssatou Badji. Restaurer et préserver la mangrove est la principale mission de Wetlands International. Cette ONG de protection de l'environnement était ce week-end à Kagnobon dans le département de Bignona, une intervention qui s'inscrit pleinement dans cet objectif. On est venu pour déjà couvrir l'activité, assister aussi la population sur la mission parce que ça fait partie déjà d'une des objectifs qu'ils sont là à travailler aujourd'hui sur restaurer et de conserver la mangrove. Une initiative très bien accueillie par les habitants de la localité qui ont souligné l'importance de cette activité de reboisement de la mangrove perçue comme bénéfique pour leur environnement. Nous saluons avec enthousiasme cette initiative inspirante. Ces acteurs engagés sont là pour nous accompagner dans l'implantation des mangroves essentielles pour notre écosystème local. Grâce à ces plantations, non seulement nous pourrons bénéficier d'une source de poissons durable, mais récupérons également des espaces précieux propices à d'autres usages. En somme, cette démarche représente une véritable opportunité pour notre communauté et un avenir plus prometteur. Les femmes de cette communauté ont également partagé les difficultés qu'elles rencontrent quotidiennement dans leur village. Notre principal problème ici est l'accès à l'eau potable, ainsi que le manque d'une décortiqueuse pour le mil et le riz. Nous sollicitons de l'aide pour obtenir ces équipements car cela pourrait changer notre quotidien et améliorer nos conditions de vie. Pour mieux protéger l'environnement, Wetlands International mobilise les communautés touchées par ces changements afin de sauvegarder et de restaurer les zones humides, contribuant ainsi au bien-être des populations. Les élèves du lycée de Ficelle ont décrété une grève de 72 heures renouvelable depuis ce lundi à l'origine d'un manque de professeurs, une situation dénoncée aussi bien par les élèves que par l'administration qui jugent que c'est une tradition à l'approche de chaque fête. Je vous propose de suivre le surveillant général au micro de Pape Kairé. Mais cette grève-là que les élèves sont en train de dérouler, vraiment à mon niveau pose beaucoup de problèmes. Les doléances ont été portées au niveau de l'administration qui, à son tour, a pris vraiment toutes les dispositions utiles pour régler ce problème-là. Ils revendiquent le manque de professeurs, surtout en discipline, histoire et géographie. C'est réel. Mais l'administration n'est pas restée les bras croisés. Elle est en train de faire son travail pour que ce problème soit résolu le plus rapidement possible. Et la hiérarchie, l'IA de Thiès, a donné l'assurance que d'ici peu, peut-être la semaine prochaine, il nous enverra, Inch'Allah, un professeur d'histoire de géographie. Et j'ajoute que cette période, ce n'est même pas une période de cours. Du lundi au vendredi, c'est une période d'évaluation. Donc les élèves ne rateront pas grand-chose. Donc vraiment, ce n'était pas le lieu pour moi d'aller en grève. Il fallait attendre le retour des vacances pour voir si les doléances ont été satisfaites, oui ou non. Si elles ne le sont pas maintenant, c'est le droit le plus absolu maintenant de trouver des moyens d'arrêter les cours et pour avoir satisfaction.
L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises est engagée dans une nouvelle dynamique en tant que point focal d'appui technique pour les différents acteurs du développement des PME. La directrice générale estime qu'il est très insuffisant d'avoir seulement 400 entrepreneurs pour booster l'entrepreneuriat et l'employabilité. Elle a précisé qu'avec le secteur privé, des initiatives sont en cours pour positionner les jeunes et les femmes dans le paysage économique. Je vous propose de la suivre. Aujourd'hui, dans un écosystème, on a 99,8% des entreprises qui sont des petites et moyennes, très petites et moyennes entreprises. Il est essentiel que nous puissions capaciter nos entrepreneurs pour pouvoir vraiment être le noyau qui va porter cette économie dans le cadre de l'agenda de transformation économique. Mais il est également essentiel d'aller à l'échelle dans la création d'entreprises. Aujourd'hui, on a 400 000 entreprises qui ont été identifiées, mais c'est encore très peu si on veut avoir une économie solide, dense. Et donc, dans le cadre des missions de la DPME, cela fait partie des objectifs de densifier le tissu donc, des PME, donc de créer beaucoup plus d'entrepreneurs, mais d'entrepreneurs responsables, d'entrepreneurs qui ont l'âme de l'entrepreneuriat, mais qui vont permettre vraiment d'aller à l'échelle et nous permettre également, avec le secteur privé, de répondre à cette problématique d'employabilité, notamment des jeunes et des femmes. C'est cet élément d'Insa Sagna qui met fin à la première partie de cette édition. À présent, la deuxième partie. Et nous parlons justement à propos de l'éducation à Marsassoum. 22 des 35 classes de lycée sont des abris provisoires. Une forte prédominance des abris temporaires complique les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Une situation déplorée par les acteurs éducatifs qui attendent avec impatience la mise en œuvre du programme d'urgence destiné à remplacer ces bâtiments provisoires et à améliorer également les conditions de travail et d'apprentissage. Ce dossier est signé Oumar Sissé. Marsassoum. La simple évocation du nom de cette commune du département de Sédhiou fait tourner les esprits vers son lycée. L'établissement créé en 2007 accueille aujourd'hui plus de 1600 élèves, de la 6e à la terminale. Un nombre d'élèves en constante augmentation, mais qui se heurte à un problème majeur, l'état des classes qui se fait désirer. Le lycée de Marsassoum polarise beaucoup de communes, donc notamment la commune de Djibabuya, Sansamba et de Bémé. Et il y a des élèves qui quittent véritablement des localités très loin. Nous avons souvent donc des salles de classe qui sont relativement très pléthoriques, avec des élèves qui souvent sont entassés sur un table-banc qui fait 2, 3, voire même 4 élèves. Surtout dans les classes de 6e et de 5e. Cette condition naturellement donc fait que les enseignements apprentissages se déroulent dans des conditions extrêmement difficiles pour les collègues enseignants. Mais quand même si nous notons des efforts considérables de la part de l'administration et des autorités compétentes. Sur les 35 salles de classe pédagogiques que compte l'établissement, les 22 sont des abris provisoires, des structures temporaires utilisées faute de bâtiments suffisamment adaptés. Ces classes, bien que fonctionnelles, rendent les enseignements aux apprentissages particulièrement difficiles au sein de cette école. Il y a également des salles de classe où il n'y a pas de lumière, donc à partir d'une certaine heure, le travail devient extrêmement difficile avec les élèves qui n'arrivent pas à bien voir les cahiers, mais également à bien voir également le tableau parce que c'est des salles de classe qui sont majoritairement en hutte, donc en abri provisoire. L'année dernière, en 2024, nous étions obligés, pour les compositions du second semestre, de délocaliser les classes intermédiaires pour les amener au niveau de l'école élémentaire 4 de Marsassoum. Parce que ça, avec les menaces de pluie, il était impossible d'envisager des compositions dans les abris là. Des conditions précaires qui compliquent la concentration des élèves, souvent envoyés par des serpents, en pleine activité pédagogique. Pas très sécurisé. Parfois, il y a des lézards qui passent, qui tombent ici, des serpents qui entrent. Ça, c'est pas très bon pour les élèves, ni même pour les professeurs. Et ça, c'est risqué aussi. Parce que parfois, si les professeurs écrivent sur les tableaux-là, il y a des cafards qui sortent
Et ça, c'est dangereux. Récemment, ici, on a tué un serpent ici. Vraiment, c'est difficile d'apprendre dans ces abris provisoires. Malgré ces difficultés, le lycée de Marsassoum continue d'obtenir des résultats scolaires remarquables. Les élèves restent motivés et l'établissement enregistre de bonnes performances dans les différents examens. Oui, le lycée fait des résultats parce que depuis que je suis arrivé, Dieu merci, j'ai trouvé les résultats à 29%. La première année, nous avons fait un petit progrès d'1 point pour aller à 30%. Et l'année dernière, la troisième année, nous sommes arrivés à 54% pour le bac. Et pour le BFM, l'année dernière, nous étions à 89,34%. Ici, le programme d'urgence de résorption des abris provisoires est vivement attendu par la communauté éducative. S'il fait cela, ça va nous arranger. On sera franchement beaucoup très contents. Depuis belle lurette, nous avons porté ce combat qui vise essentiellement donc à lutter contre les abris provisoires. Et s'il y a un écho favorable de la part du gouvernement de ce pays, je pense que nous, au niveau de Marsassoum, nous allons l'accueillir à bras ouverts, mais tout en étant très enthousiastes et très optimistes qu'avec ce nouveau régime-là, nous connaîtrons quand même des lendemains meilleurs parce qu'il y a eu quand même autant de promesses des autorités politiques. Jusqu'ici, il n'y a absolument rien de concret. Nous prions le bon Dieu que ce soit mis en œuvre très rapidement et qu'on puisse se débarrasser de ces abris-là. Parce que ça grignote beaucoup notre budget, c'est-à-dire que nos fonds additionnels pour les réfections, chaque fois on répare. Vous voyez qu'on a même lancé cette année la réfection des abris provisoires, mais les moyens ne suivent pas. En attendant la concrétisation de la mise en œuvre du programme d'urgence de résorption des abris provisoires dans la région de Sédhiou, le lycée de Marsassoum poursuit son travail d'accompagnement des élèves. L'espoir est fort que les mesures annoncées par les autorités permettront dans un futur proche de remplacer ces abris temporaires par des infrastructures pérennes. Merci Omar Cissé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci également de votre aimable attention. L'information contenue sur www.iracsenegal.sn. Excellente soirée.